Bonsoir à tous, bon dimanche avec nous, voici nos titres. Le gala annuel de Fightheads a fait son retour au Sporting hier soir, encore un grand moment qui a permis de saluer tous les soutiens de l'association. Au même moment hier, c'était la fin du Jumping de Monaco, remporté cette année par le Français Simon Delestre. Nous reviendrons sur cette édition et vous entendrez le témoignage d'Inigo Lopez de la Ossa, le premier cavalier monégasque à intégrer le circuit du Longines Global Champions Tour. À Monaco, c'est aussi la saison des ventes aux enchères en ce moment. Après celle de l'hôtel des ventes, nous vous emmènerons ce soir aux préparatifs de la Monaco Auction Week à l'hôtel Hermitage. Vous découvrirez les premières images des pièces d'exception proposées et nous parlerons ensuite horlogerie avec le directeur du département chez Arcurial qui sera notre invité. Dans ce journal également, que sont devenus les Ukrainiens réfugiés sur la Côte d'Azur depuis le début de la guerre dans leur pays? Nous avons rencontré Maria, une jeune étudiante soutenue par Monaco. Et puis si vous êtes chef d'entreprise, que diriez-vous d'organiser un after-work sur un rooftop de la Principauté? Depuis peu, le Novotel Monte Carlo vous réserve le sien. Et pour commencer ce journal, regardez ces images. Le traditionnel gala annuel de Fightheads était de retour hier soir à la salle des étoiles du Sporting. Une grande réunion de famille pour tous les bénévoles et les plus fidèles soutiens de l'association qui finance une très large partie de ses actions grâce à cette soirée. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal y étaient présents. Le ton est donné cette année, chemise blanche et cravate noire étaient de rigueur pour le gala annuel de Fightheads Monaco. Un dress code accordé à l'artiste mis à l'honneur Jean-Jacques Goldman à travers un groupe de musique qui reprend ses plus grands titres. Et c'est ce qui fait le caractère unique de cette soirée de gala annuel. Chaque année un thème, oubliez les traditionnelles vestes de costume et robes de soirée qui s'imposent habituellement salle des étoiles. Fightheads Monaco marque sa différence. Un peu de légèreté dans un combat dur et lourd contre le sida, contre la stigmatisation ou la solitude. Toutes les bonnes volontés, toutes les belles âmes de Monaco ont tenu à marquer de leur présence cet événement. Ça fait chaud au cœur, surtout voilà, après notre anniversaire de l'année dernière, il y a les 20 ans de Fightheads. Ça prouve que notre combat il est nécessaire avant tout et qu'il est reconnu par tout Monaco et que pour nous, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur de voir qu'on nous soutient comme ça et j'espère que ça va continuer. Et la palme de la délégation la plus importante et la plus harmonisée, chemise blanche, cravate noire, revient à la Croix-Rouge monégasque qui est venue en nombre soutenir Fightheads Monaco. On soutient Fightheads depuis des années. On a vraiment commencé à soutenir Fightheads sur la maison de Carpentras et puis après ça c'est parti. Donc on a aussi des programmes dans les écoles d'information sur tout ce qui est éducation sexuelle, maladie et le reste. C'est Croix-Rouge et Fightheads. Et les valeurs que défendent Fightheads, c'est les valeurs de la Croix-Rouge. Valeurs d'entraide, d'humanité, de tolérance, de non-discrimination. Donc c'est nos valeurs et on est bien avec Fightheads. Et c'est bien ce qui fait la force de Fightheads Monaco. Grâce à son expertise forgée au cours des 20 dernières années, elle bénéficie d'un important réseau d'acteurs sur le terrain et de soutien privé, public, indispensable pour développer son action. Fightheads Monaco a une expertise énorme dans le VIH-Sida et depuis des années et je trouve que au-delà de son expertise, elle a réussi à mobiliser beaucoup de gens autour de cette cause dont on ne parlait pas tellement il y a encore quelques années et aujourd'hui on peut le voir dans la salle. C'est un public très hétérogène qui est là et qui comprend le combat de Fightheads et qui se met aussi à la place de ces personnes qui sont porteuses du VIH-Sida et on ose en parler et on n'a plus peur et voilà, on est tous unis pour la cause et ça c'est vraiment très beau et c'est ce que Fightheads a réussi à faire, à fédérer autour du VIH-Sida. L'union sacrée donc autour de la cause que porte Fightheads Monaco. Avec les fonds récoltés hier, l'association pourra notamment poursuivre le financement de l'un de ses plus beaux et plus ambitieux projets, la maison de vie de Carpentras. Clap de fin pour le Jumping de Monaco. Hier soir avait lieu la 19e édition du Longines Global Champions Tour. C'est le Grand Prix du Prince au cours duquel 40 cavaliers se sont affrontés sur un parcours de saut d'obstacle à 1,60 m de hauteur. En finale, il n'était plus que 12 et c'est un Français qui a remporté la compétition. Il s'agit de Simon Delestre. Le récit de Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus. Rien n'était dessiné d'avance. Il a joué le chronomètre, il a pris des risques sur cette épreuve, Simon Delestre, et ça a fini par payer. C'est toujours difficile, j'ai jamais réussi à faire un podium sur ce Grand Prix-là. C'est peut-être un des derniers Grands Prix où j'avais pas réussi à faire un podium dans ma carrière, donc une victoire, c'est exceptionnel. Il s'est imposé en 32 secondes 06 avec un double sans faute sur ce Grand Prix 5 étoiles de Monte Carlo. Et ce n'est pas le premier que Simon et Caïman remportent cette année.
C'est exceptionnel. Caïman, il gagne en 5 mois son 3e Grand Prix 5 étoiles après Sertogenbosch, le Grand Slam, Paris-le-Hermès, 2e à Cannes et victorieux ici. Combien de chevaux peuvent faire ça au monde? À mon avis, très très peu. Il prouve qu'il est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur actuellement ou le plus en forme. Et c'est une grande chance pour moi de pouvoir le monter. Il est délicat, mais il a des capacités qui sont inégalées. Durant toute la compétition, les cavaliers ont été encouragés par un public venu parfois de très loin, exprès. On vient de Strasbourg, voilà, et c'est la récompense de son année de scolarité qui a été excellente. C'est génial. S'imposer à Monaco était une première pour le Lorrain, médaillé de bronze par équipe aux derniers Jeux Olympiques, un moment de joie bien récompensé. Simon Delestre a remporté ce Grand Prix, mais c'est également le coach d'un autre cavalier, monégasque cette fois, Inigo Lopez de la Ossa, qui a intégré le prestigieux circuit du Longines Global Champions Tour, une première à seulement 21 ans. C'est chez lui, en Principauté, que nous l'avons rencontré. Portrait signé Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus. Une vie bercée par le bruit des sabots. Inigo a seulement 21 ans, mais il a toujours eu pour ambition de devenir cavalier professionnel. Une vie peu commune, bien loin des jeunes de son âge. C'est un peu comme la F1, c'est un peu comme le tennis. On est toujours en train de voyager. On dort depuis le début de l'année. J'ai peut-être dormi 3 semaines à la maison. Mais c'est un peu le prix qu'on paye. À la fin, j'ai choisi cette vie. J'ai envie de faire ça, je suis content et j'essaie d'organiser tout dans les meilleures conditions. Une passion qui lui a été transmise par son père, lui-même dans le monde équestre, avec qui il est très proche. À 80% du concours, il est là. Il me soutient et c'est grâce à lui que j'ai commencé à monter. J'ai la chance de pouvoir avoir l'aide de mes parents, ça aide. La préférée presque. Non, la préférée c'est ma sœur. C'est celle qui travaille dur pour... Et maintenant, elle va à l'université, c'est elle qui a travaillé dur pour y arriver, donc she's the boss. Monégasque, le cavalier est venu ici sans ses chevaux de prédilection car ils étaient blessés. C'est donc avec Porsche qu'il a concouru et malgré des résultats qui ne lui ont pas permis de se qualifier, il reste positif. Le résultat, la sensation que j'ai eue et ce que j'ai pu voir de comment le cheval a réagi, c'est... Je suis super content et je crois que c'était pour moi, peut-être sur le papier c'est pas, mais pour moi c'est un concours très positif. Après les Pays-Bas, le jeune homme vient de revenir en France avec une toute nouvelle équipe. En septembre, on a décidé de changer, on est allé en France, on est vers Metz. Je m'entraîne actuellement avec Simon Delestre et son père. Depuis septembre, on a commencé cette collaboration tous ensemble et ça se passe très bien. Une personnalité et un mental ambitieux, Inigo a réalisé son rêve en intégrant ce prestigieux circuit. On a toujours eu une équipe du Global, j'ai toujours voulu faire partie de ça. Et là, enfin, je fais partie du Global et je suis très content. Des souvenirs dans une carrière comme la sienne, il y en a plein et il les a surtout partagés avec Jade, sa jument préférée comme il l'appelle. C'est mon premier cheval, le premier avec qui j'ai fait le Global, mon premier Grand Prix 5 étoiles, mon premier sans faute dans un Grand Prix 5 étoiles. Elle a eu des blessures, elle est à nouveau blessée, donc on est passé, on a traversé tout ça, donc ça aide beaucoup. Le cavalier ne s'est finalement pas engagé sur le Grand Prix d'hier soir, mais d'autres compétitions vont s'enchaîner, la saison est encore longue. Toujours en sport, un mot du Grand Prix de Bretagne cette fois. Le monégasque Charles Leclerc a terminé la course 14e. C'est le Britannique Lando Norris qui l'a emporté. Le challenge inter-entreprise Prince Régnier 3 s'est terminé hier au club de tennis padel de S-Village. Une nouvelle fois, le tournoi a su réunir le monde du travail monégasque autour des sports de raquettes. Et nous sommes fiers d'annoncer que pour la première fois depuis 9 ans, c'est l'équipe de la direction de la communication qui a emporté le challenge padel. Entre les 20 équipes présentes au total, une belle édition que nous raconte Gaëtan Lebrun et Alexandra Marangoni. Plus de 25 sociétés monégasques ont participé au Challenge Inter-Entreprise Prince Régnier 3, un événement qui célèbre depuis plusieurs années maintenant l'esprit d'équipe, la convivialité et bien sûr la compétition. Il a eu des sites différents, on était à Cadaille, au Soleil, maintenant on est ici à Aise, maintenant sous la houlette du Régnier 3. Super édition, on a limité le nombre d'équipes en paddle, le tennis c'est plus compliqué, mais super édition, super ambiance, de beaux vainqueurs. Donc pour nous, l'évolution a été dans le nombre d'équipes. Bon, malheureusement, on est limité par les terrains, mais sinon, en tout cas, au niveau de l'ambiance, au niveau du niveau, c'est top, quoi. Au tennis, c'est Special Olympics qui s'est imposé hier en remportant le simple et le double en finale face à l'entreprise Smash Club.
Pour le padel, les finales s'étaient jouées la semaine dernière, mais c'est la direction de la communication qui a remporté le tournoi devant FANB et les taxis de Monaco venus compléter le podium. On s'y attendait pas vraiment parce que l'année dernière on l'avait déjà fait, donc on avait perdu en 8e de finale. Et là cette année on a fait une bonne petite équipe, donc ça a été un peu compliqué en quart de finale, mais après la demi ça allait et la finale s'est accrochée, donc c'était très sympa à jouer. Qu'est-ce qui a fait votre force justement pour gagner ce tournoi? Le fait de se connaître, de jouer ensemble tous les dimanches, de savoir les faiblesses et les forces de chacun, et voilà. Une édition réussie pour le Challenge Inter-Entreprise 2025, où le niveau a été particulièrement relevé cette année et qui tentera de faire encore mieux l'année prochaine. Hier, nous étions aux enchères de l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. Aujourd'hui, nous vous emmenons aux préparatifs de celle d'Arturial à l'Hôtel Hermitage. C'est la Monaco Auction Week qui se tiendra de lundi à mercredi. Et au programme, de nombreux lots d'exception seront proposés. Marie Bonnet-Blanc et Lionel Bernardi en ont découvert quelques-uns en avant-première. Regardez. C'est un des rendez-vous de l'année pour les enchères, sculptures, montres, sacs à main ou encore bijoux. Il y a des lots d'exception à ne pas louper. Ce diamant est extraordinaire de par sa taille. Il fait 22 carats 97, donc près de 23 carats. Et il est de taille émeraude, c'est-à-dire que c'est une taille fantaisie à pan coupé. Les diamants classiques sont ronds. Celui-ci est vraiment particulier. Et il est estimé entre 120 à 150 000 euros. Le bracelet, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'il est Van Cleef & Arpels, donc c'est la marque aux enchères la plus recherchée, qui fait les prix les plus extraordinaires en vente. Il est des années 30, deuxième point particulier exceptionnel, parce que c'est l'art déco, la période art déco très demandée. Il est serti de 13 émeraudes Colombie, avec huile mineure, donc c'est une fois de plus spectaculaire, et des diamants baguettes, splendides. Il est estimé 100 à 150 000 euros. Celui-ci est signé Georges L'Enfant. Enfin, il a un poinçon de maître de Georges L'Enfant, donc ça c'est extrêmement coté en vente. C'est ce qu'on recherche par-dessus tout. C'est un atelier qui travaillait pour toutes les maisons de la place, enfin les plus grandes, iconiques maisons de la place, Van Cleef, Cartier et d'autres. Dès qu'on voit un bijou Georges L'Enfant aux enchères, ça s'enflamme, donc on est ravis. Et c'est un bijou vintage, donc des années 70. Il est tout en or jaune, avec son pompon en boule d'œil de tigre, estimé entre 10 à 15 000 euros. Pour venir repérer tous ces trésors, c'est à partir de 11 h. Et puis pour les ventes, le programme est déjà bien ficelé. On fait nos ventes lundi d'horlogerie à 14 et à 18 h. Mardi, on a la vente de sacs à 11 h du matin. À 14 h, la première session de vente de bijoux. Et mercredi, on fait la vente de bijoux à 14 h et à 18 h, les sculptures. Donc il faut vraiment venir voir parce qu'il y en a pour tous les goûts. 360 lots de bijoux, 35 sculptures, plusieurs sacs et de nombreuses montres cherchent à présent leur nouveau propriétaire. Et justement, nous allons nous intéresser de plus près à toute la partie horlogerie de ce grand rendez-vous. Comme chaque année, les ventes promettent de magnifiques pièces. Et pour nous en parler, le directeur du département horlogerie d'Arturial est en duplex avec nous depuis l'Hôtel Hermitage. Bonsoir Romain Marceau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. D'abord, commençons par l'essentiel. La Monaco Auction Week s'ouvre demain et pour 3 jours. Quelles seront les pièces maîtresses de cette vente cette année ? Alors, en ce qui concerne l'horlogerie, nous avons plusieurs pièces maîtresses. Tout d'abord, une Rolex Daytona Paul Newman, donc de la fin des années 60. Donc, modèle très rare avec ce cadran qu'on appelle exotique, qu'on connaît maintenant sous la dénomination Paul Newman. Nous aurons aussi une très belle collection toujours de Rolex, toujours de Daytona, mais ce qu'on appelle les Daytona Beach. Donc, ce sont des modèles qui sont sortis au début des années 2000, qui sont déclinés en 4 couleurs de cadrans, jaune, vert, bleu et rose. Ce sont des cadrans nacre et donc nous proposons la collection complète en un seul lot. Nous avons aussi d'autres modèles de Patek Philippe, donc modèle de Nautilus par exemple à 3700 de 1980 qui est le modèle historique, le premier modèle de Nautilus qui est sorti. Nous avons aussi une 3970, un chronographe platine quantième perpétuel. Et voilà, à peu près pour les top lots que nous aurons à Monaco, les lots phares. Et voilà, des pièces exceptionnelles. Combien de montres seront mises aux enchères exactement ?
Alors il y aura deux vacations, donc il y aura une vente Le Temps et féminin, donc ce sont les montres de dames, nous aurons environ 80 lots, et ensuite l'horlogerie de collection, nous aurons une centaine de lots, donc environ 180 lots qui seront proposés à la vente lundi. Et alors j'imagine que certaines pièces à la vente ont une histoire exceptionnelle. Est-ce que vous avez des exemples, des montres qui auraient appartenu à des figures célèbres par exemple ? Alors je n'ai pas de montre ayant appartenu à des figures célèbres, mais ce qui est très important dans notre métier, c'est de trouver une montre avec une histoire familiale, une provenance, une traçabilité. Donc pour reprendre l'exemple de la Rolex Daytona, c'est une montre qui n'a eu qu'un seul propriétaire. Ce monsieur l'a reçue en cadeau pour ses fiançailles à la fin des années 1960 de la part de son beau-père. Il l'a portée pendant 60 ans et là il souhaite s'en séparer, la transmettre à un collectionneur, à un passionné pour pouvoir gâter ses petits-enfants. Donc voilà, ce genre d'histoire, c'est toujours ce genre de lot que nous recherchons. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on demande un témoignage, une lettre écrite de la part du propriétaire qui nous raconte un peu le parcours de la montre. Comme ça, l'acheteur aura, voilà, c'est un peu le passage. La montre est transmise en quelque sorte du premier propriétaire à son nouveau propriétaire. Chaque pièce est d'exception en fait. Est-ce que l'image et la place du luxe que représente Monaco incitent les vendeurs à proposer des pièces que vous ne voyez nulle part ailleurs ? Oui, effectivement. Oui, effectivement. Donc, Monaco a vraiment une place à part, avec une clientèle à part. Il y a à la fois des collectionneurs et des pièces plus excentriques, plus exotiques qu'on propose à Monaco. Et effectivement, les vendeurs souhaitent que ces pièces-là soient proposées à Monaco parce qu'ils savent qu'il y aura la clientèle pour ce genre de pièces. Quel est justement le profil type des collectionneurs qui participent à ce week-end ? Alors vous avez deux types de collectionneurs qui correspondent aux deux ventes que nous avons. Le Temps est féminin, donc comme son nom l'indique, c'est une clientèle féminine, une clientèle qui vient généralement du département joaillerie. La frontière est très poreuse entre les deux départements sur ce type de pièces, puisque vous avez des montres de joaillerie, Certi, voilà. Donc là, c'est plus l'esthétique de la pièce qui va primer. Et après, vous avez un profil de collectionneur, donc qui vont rechercher dans l'horlogerie de collection, donc un profil plus masculin, donc là qui vont rechercher la pièce rare, la pièce exceptionnelle, comme la Rolex que nous avons, comme la Nautilus, la Patek Philippe Nautilus. Comment évaluez-vous aujourd'hui la place de Monaco sur la scène mondiale des enchères spécialisées en horlogerie face à d'autres pays pionniers dans le domaine ? Alors, c'est un peu, c'est sûr que vous avez les places très importantes que sont Genève et Hong Kong, mais Monaco, oui, a une place particulière. C'est un rendez-vous, le rendez-vous annuel. C'est une habitude que les gens prennent de venir à Monaco début juillet. Pas forcément que pour venir voir Arcurial, puisqu'on a aussi des confrères qui proposent des ventes d'horlogerie. Donc, c'est vraiment inclassable pour moi, Monaco. Et après cette édition, quelles seront les prochaines ventes aux enchères organisées par Arcurial ? Alors notre prochaine vente aux enchères sera au mois d'octobre, mais au mois d'octobre ce sera une vente en ligne. Mais au mois de janvier, nous aurons le plaisir d'accueillir les collectionneurs dans notre bel écrin parisien du rond-point des Champs-Élysées. Merci beaucoup Romain Marceau de nous avoir livré tous les secrets de ces enchères qui s'ouvrent demain et pour 3 jours à Monaco. Je rappelle que vous êtes le directeur du département horlogerie d'Arcurial. Merci à vous. Merci beaucoup. Direction Monacotech à présent, où un nouveau format vient de voir le jour, le Digital Flash Up. Il s'agit d'un moyen de favoriser les rencontres entre start-up et experts en un temps record, dans un objectif de sensibilisation stratégique aux grands enjeux du numérique. Les explications de Christinda Petit-Homel sur les images de Jean-Alexandre Dordet. Un format court, intense et 100% digital, Monacotech lance son tout premier Digital Flash Up, un nouveau format pensé comme un accélérateur de connexion entre start-up, experts et acteurs du numérique. Nous sommes partis de 2 constats, c'est qu'aujourd'hui le numérique il est omniprésent, il impacte la gouvernance des entreprises, il impacte leur façon de vendre, d'acheter et même de répondre finalement au comportement de leurs consommateurs qui sont de plus en plus influencés par le digital. La deuxième chose, c'est que le numérique avance de façon très rapide, la réglementation change et beaucoup d'entreprises nous expliquent qu'elles n'ont ni les moyens ni le temps de mettre en place des outils de veille et d'autres nous expliquent qu'elles n'ont pas les bons décodeurs pour identifier les enjeux ou
les technologies qui vont impacter leur activité sur le court et le moyen terme. Au programme, des rencontres express, des pitchs, des tests produits, un terrain fertile pour les entreprises qui veulent confronter leurs idées à la réalité du marché. Il y a deux avantages majeurs. Le premier, c'est la montée en compétences et l'autonomie sur ces sujets stratégiques du numérique. En bref, les entreprises, elles gagnent du temps et de la clarté. Et au-delà du ton complètement décomplexé qu'on propose, sont remis en fin de module des outils pédagogiques qui favorisent le passage à l'action. Le Digital Flash Up s'inscrit donc dans l'élan de modernisation porté par Monaco, extension d'un écosystème qui a déjà été mis en place par le gouvernement à travers le programme EME, un programme qui a pour vocation d'accompagner les entreprises dans leur accélération numérique afin de les rendre plus performantes dans un monde toujours plus digital. C'est un programme qui est mis à disposition sur une plateforme eme.gouv.mc qui les accompagne à travers quatre étapes complémentaires. La première, c'est la possibilité de faire un autodiagnostic de maturité numérique afin de savoir où est-ce qu'on en est. La deuxième chose, c'est la possibilité de pouvoir se faire accompagner de façon personnalisée par des experts numériques. Le troisième axe, c'est la possibilité de demander un financement auprès du gouvernement à travers le véhicule Fonds Bleu qui les aide à intégrer de façon durable ces plans digitaux. Et finalement, ce quatrième axe qu'on vient d'apposer dans le cadre d'un programme de sensibilisation qui va les aider avec ces formats courts à mieux comprendre quels sont les enjeux et donc à mieux passer à l'action. Un premier test concluant qui pourrait bien devenir un rendez-vous régulier pour l'innovation en principauté. Lorsque la guerre en Ukraine s'est déclarée le 24 février 2022, des millions de nationaux avaient fui leur pays à la recherche d'un lieu d'asile. Certains avaient alors trouvé refuge sur la Côte d'Azur. C'est le cas de Maria, arrivée avec toute sa famille. Elle est toujours là aujourd'hui et est soutenue par l'association monégasque Semeur d'Espoir. Christinda Petit-Homel et Camille Caloni l'ont rencontrée. C'est le portrait du dimanche. Elle s'appelle Maria, elle a 17 ans. Il y a 2 ans, elle fuyait la guerre en Ukraine avec sa mère et sa sœur. Accueillie à Menton et aidée par l'association monégasque Semeur d'Espoir, Maria et sa famille ont pu compter sur l'aide précieuse de Jean-Pierre de Bernardi. Au début de la guerre, quand tout est commencé, quand le Kiev a été attaqué, nous n'avons pas même d'idée de quitter l'Ukraine et de partir ailleurs parce que nous n'avions pas de possibilité de le faire parce que quand même partir dans un autre pays quand on ne connaît pas la langue, les règles et tout, ça paraît tellement difficile et impossible que nous n'avons pas osé. Dès le début de la guerre en Ukraine, j'ai décidé que je n'allais pas rester inactif. Je les ai rencontrés par l'intermédiaire d'une amie qui voyait que je m'occupais des réfugiés ukrainiens. Et on a sympathisé tout de suite. Et puis depuis, on ne s'est plus jamais quitté. Maria a repris ses études au lycée Albert Ier à Monaco, a appris le français en un temps record et vient de passer son baccalauréat tout en finissant brillamment sa scolarité puisqu'elle termine à la 3e place de sa classe. Je ne parlais pas même un mot de français, donc c'était vraiment difficile pour moi d'être scolarisée à Monaco dans une classe traditionnelle. La culture et la mentalité, c'est très différent de l'Ukraine et c'était un peu difficile de m'adapter et de comprendre les règles, comment fonctionnent toutes les démarches administratives. En fait, en France, on a créé depuis 1 an à peu près un nouveau statut qui est celui de la protection subsidiaire, qui est un peu dégradé par rapport au statut de réfugié, mais qui leur permet de bénéficier des mêmes droits dans la couverture sociale, leur permet de travailler et qui ouvre les portes de toutes les administrations françaises lorsqu'elles sont bien au courant. Et lorsqu'elles ne le sont pas, j'essaie d'écrire, comme je viens de le faire, pour leur dire, vous savez, les petites, il faut les aider. À la rentrée prochaine, Maria suivra donc un BTS comptabilité au lycée Régnier 3 pour devenir un jour, qui sait, expert comptable. Maria, un exemple de courage et de résilience pour notre jeunesse.
Et comme beaucoup de jeunes en cette période, Maria est à la recherche d'un job étudiant pour l'été. Alors si vous avez besoin de main d'œuvre, n'hésitez pas à contacter l'association Summer d'Espoir. Nous avons l'habitude des rooftops ouverts au public sur des restaurants ou des bars. Eh bien le Novotel Monte Carlo a vu les choses autrement. Il a décidé de réserver le sien aux entreprises et aux groupes de façon à proposer un service plus élaboré et plus personnalisé. En collaboration avec Campari et Aperol, nous sommes allés découvrir l'endroit avec Jean-Alexandre Dordet. Regardez. Une vue panoramique sur le rocher de Monaco avec un coucher de soleil en bonus. Voilà la promesse du rooftop que le Novotel met désormais à disposition des événements d'entreprise. On s'est dit, il faudrait peut-être faire quelque chose pour notre clientèle affaires qui est habituée à venir en fait au Novotel. Et on s'est dit, le spot est quand même incroyable. Il faut qu'on essaie de monter quelque chose. Donc on a travaillé avec Campari, notamment la marque Aperol, qu'on est sur une boisson quand même populaire. Une boisson fruitée, l'été, c'est parfaitement adapté. Et on a monté une offre, en fait, vraiment deux offres concrètement, qui sont dédiées à la clientèle affaires aujourd'hui. Vous avez plus une offre apéritif, qui va être, on va dire, servie avec ce qu'on appelle des planches gourmandes de notre chef Frédéric Ramos. Et une deuxième offre qui va être beaucoup plus complète, où on est plus sur un cocktail dînatoire. Le menu est complet, en effet, les tables du buffet envahissent la terrasse, à boire et à manger du sucré ou du salé. Du côté du chef, justement, tout est préparé sur place à la plancha. Bonsoir chef, alors qu'est-ce que vous avez préparé pour cette soirée événementielle ce soir? Eh bien écoutez, on leur a préparé un beau petit cocktail dînatoire avec des pièces chaudes, des pièces froides, de la pisse saladière, des petits farcis, des frites de panis, des petits tartares de crabe. On leur a fait des mini burgers qu'on fait en show cooking. Et puis ça avait l'air bien marché, on en a fait plus de 100 et c'est déjà presque tout parti. Dans une atmosphère décontractée, le Sunset Lounge, en partenariat avec Campari et Aperol Spritz, vous accueille sur réservation en passant par le site internet du Novotel Monte Carlo. Voilà pour l'actualité du dimanche, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un instant, les prévisions météo présentées par Marie Bonnet-Blanc. Ce lundi, ne manquez pas le nouvel épisode du podcast de Geneviève Berti qui recevra la pianiste Catherine Nikitine au programme des concerts de la voûte. Et puis à 19h, vous retrouverez Christophe Paco pour un nouveau journal. Excellente semaine sur Monaco Info et à bientôt. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain et bonne nouvelle pour commencer la semaine, le soleil devrait largement revenir sur toute la journée. Côté température, il fera 29 degrés dès le matin et puis dans l'après-midi, le thermomètre affichera jusqu'à 30 degrés. Et en ce 7 juillet, ce sera l'occasion de souhaiter une très belle fête à tous les Raoul et puis aussi de manger du chocolat. Car oui, demain c'est la journée mondiale de cette friandise dont beaucoup raffolent. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.